Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer une histoire qui parle d'amitié, de trahison, d'assassinat et qui plongea l'Allemagne dans une fuite en avant dévastatrice. Alors, si vous le voulez bien, commençons sans plus attendre. Le 1er juillet 1934, à 14h30 précise, 3 SS arrivent à la prison de Stadelheim, située à Munich. C'est l'une des plus grandes prisons d'Allemagne. Adolf Hitler y avait séjourné du 24 juin au 27 juillet 1922 pour troubles à l'ordre public. L'Oberführer Ecke est à la tête du groupe d'hommes. Il demande au gardien de le conduire à la cellule d'Ernst Röhm, le chef des SA. La Sturmabteilung, que l'on traduit par section d'assaut, une organisation paramilitaire à la solde du régime nazi et qui a permis à Adolf Hitler d'accéder au pouvoir. Quand le gardien ouvre la porte, Ernst Röhm se tient debout, torse nu et toise les visiteurs. Theodor Eck lui annonce qu'il est démis de ses fonctions et accusé de haute trahison. Il ajoute que la France lui aurait versé 12 millions de marks pour qu'il renverse Adolf Hitler. Cependant, compte tenu de ses états de service, le Führer veut lui éviter l'humiliation d'une exécution publique. Il pose sur la table un revolver au chargeur vide et met juste une balle à côté. Il lui dit « Tu as 10 minutes pour te suicider ». Röhm répond « Si je dois être tué, laissez Adolf le faire lui-même ». Les 3 SS sortent de la cellule. 10 minutes plus tard, aucun coup de feu n'a été entendu. Alors les 3 SS entrent à nouveau. Michel Hans Liepper, l'adjoint de Theodor Eck, pointe son arme vers le condamné. Le soldat SS qui les accompagne en fait de même. Ernst scande « Mein Führer, mein Führer !» Le sourire au coin des lèvres, Eck rétorque « Il fallait y songer avant, maintenant il est trop tard ». 2 coups de feu retentissent, l'homme s'écroule, Eck se rapproche du corps agonisant et l'achève d'une balle en plein cœur. Officiellement, Ernst Röhm est mort pour homosexualité. À Berlin, Adolf Hitler est bouleversé. Il a ordonné l'exécution de son plus vieil ami. Alors la question que tout le monde se pose, comment en sommes-nous arrivés là? L'histoire débute le 3 août 1921. Ernst Röhm décide de créer un service de sécurité chargé de protéger les personnes qui se rendent aux réunions du jeune parti national socialiste, le NSDAP, créé en 1920 et qui fait suite à l'éphémère Parti des travailleurs allemands, le DAP, fondé en 1919 par Anton Drexler. Au départ, les réunions n'attirent pas les foules. Le DAP, puis le NSDAP, est surtout un groupuscule d'extrémistes qui se réclament d'un socialisme germanique conçu d'emblée comme opposé au marxisme et au communisme. Bref, dès le départ, c'est assez flou et ça tourne un peu en rond. Pourtant, un homme sort du lot, Adolf Hitler. Il a lu La psychologie des foules du français Gustave Le Bon et il est convaincu que ce n'est pas avec des longs discours que l'on s'attache les faveurs du peuple, mais avec des idées fortes, martelées sans cesse. Rapidement, il devient l'orateur principal du groupe et Anton Drexler lui confie la direction de la communication. C'est à ce moment-là qu'il va dessiner le logo caractéristique du régime nazi, fond rouge, cercle blanc, svastika noir. Au départ, les membres du groupe sont réservés sur la couleur rouge qui pourrait les assimiler aux communistes. Mais justement, Adolf Hitler déclare qu'il ne faut pas leur laisser le monopole du rouge, car le rouge et le noir sont les couleurs de l'Empire allemand. Pendant une année, Hitler et Drexler vont travailler main dans la main et la propagande d'Hitler, associée à ses discours enflammés, vont attirer de plus en plus de monde. Hitler se sent pousser des ailes et lors d'un vote interne, il évince Anton Drexler du propre parti qu'il a créé. Il s'entoure de 3 fidèles, Ernst Röhm, Dietrich Eckart et Alfred Rosenberg. À eux 4, ils vont développer l'ossature du régime nazi et développer ses principales théories. Seulement cet afflux de personnes attire également des opposants communistes et il ne se passe plus une réunion où cela ne dégénère en bagarre.
Hitler ne veut pas séduire que les extrémistes, il veut également gagner les faveurs d'une base électorale plus large, plus populaire. Or, il ne peut y parvenir si les personnes qui viennent ont peur que la réunion politique vire au règlement de compte. Röhm propose donc la création d'un service de sécurité. Hitler applaudit des deux mains. La Sturmabteilung était née. Attardons-nous un peu sur ce fameux Röhm. L'homme est laid, extrêmement laid. Lors de la Première Guerre mondiale, il a été gravement blessé sur le front français. Son visage a été défiguré, à tel point que les chirurgiens ont dû lui reconstituer un nez. Cependant, de nombreuses cicatrices au visage demeurent et sa tête semble toujours boursouflée. Pas très grand, trapu et un peu grassouillé, il ne correspond pas vraiment aux critères de la race aryenne dont il va pourtant épouser les principes. Son parcours politique est même atypique, car il voue une haine sans nom aux bourgeois, à ces planqués, à ces déserteurs impunis qui ont échappé à la violence de la guerre, car ils étaient issus de familles fortunées. Il les appelait des profiteurs et estimait à juste titre que le régime privilégiait les nobles et les nantis. Bref, il avait le profil d'un communiste ou d'un socialiste. Cependant, il détestait tous les jeunes de sa génération qui n'avaient pas fait la guerre pour une raison toute simple, c'était un amoureux de l'Empire allemand. Il vit la défaite de 1918 comme une terrible humiliation et fait porter le chapeau à la fripouille commerçante et juive, selon ses propres termes. Il va tomber sous le charme de Franz von Epp, un officier de l'armée impériale, reconverti en trafiquant d'armes. Celui-ci dirige une organisation paramilitaire qui va massacrer un grand nombre de communistes en 1919. En effet, après la guerre, toute l'Allemagne a une putain de gueule de bois, personne ne se remet vraiment de la défaite et des mouvements révolutionnaires éclatent ici et là. C'est le bordel général. La puissante Bavière va être le théâtre d'un soulèvement ouvrier qui va instaurer une république soviétique de Bavière. Celle-ci ne vivra pas plus d'un mois. Mais c'en est trop pour les dirigeants bavarois qui font appel au corps franc de von Epp. Celui-ci va régler le problème de manière très musclée. À la tête de 35 000 hommes, il va purger Munich de la vermine communiste qui gangrène l'Allemagne. Face aux légions de von Epp, la plupart des ouvriers baissent pavillon. Le combat est inégal et la lutte est perdue d'avance. Toutefois, les éléments les plus radicaux vont tuer une dizaine d'otages, principalement des nobles. Von Epp ne va pas faire dans la dentelle. Plus de 1000 personnes seront exécutées sans le moindre jugement. L'ordre est rétabli. Von Epp est acclamé par les autorités. Malgré ses 51 ans au compteur, il va réintégrer l'armée régulière allemande pour y remettre de l'ordre. Ernst Röhm a participé à ce sanglant nettoyage et en garde un souvenir ému. Von Epp a remis dans le droit chemin une population à la dérive. Il ne faut pas chercher bien loin d'où lui vient l'inspiration de créer la section d'assaut. Avec von Epp, il était à la bonne école. Mais comme von Epp réintègre l'armée régulière, il lui faut un nouveau mentor et il va le trouver en la personne d'Adolf Hitler. Terriblement charismatique. C'est le premier qui va croire en lui. C'est certain, cet Adolf ira très loin. Les deux hommes vont se lier d'amitié. Adolf Hitler n'avait pas beaucoup d'amis, mais Röhm sera l'un d'entre eux. On peut même dire qu'il deviendra par la suite son meilleur ami et son confident. Adolf et Ernst n'ont pas de vie de famille. Les deux hommes ne s'intéressent pas aux femmes. Si Adolf Hitler estime que la situation de l'Allemagne est plus importante que d'avoir une petite vie rangée auprès d'une femme, pour Ernst, c'est tout autre chose, il est homosexuel. Au fil des mois, cette complicité va grandir. Ils vont devenir très intimes. Et fait très rare, les deux hommes vont se tutoyer, alors qu'Adolf Hitler ne tutoyait personne et n'appréciait pas du tout qu'on le tutoie. Ernst est corvéable à souhait et il met tout son être et toute son âme au service d'Hitler. C'est lui qui va mettre en relation von Epp et Hitler. Sur ses deniers personnels, von Epp va dépenser plus de 60 000 marks pour acheter le journal Völkischer Beobachter. Ce journal deviendra l'organe de presse officiel du parti nazi de 1920 à 1945.
Adolf Hitler a enfin les moyens de diffuser sa propagande à grande échelle. Et là, tout va s'emballer. Comme l'Allemagne ne paye pas ses réparations de guerre convenues lors du traité de Versailles, les armées françaises et belges occupent la Rhénanie et la Ruhr en janvier 1923. C'est une nouvelle humiliation pour les Allemands. 100 000 soldats français et belges occupent alors ces régions. Le sentiment nationaliste prend de l'ampleur et Adolf Hitler gagne chaque jour de nouveaux adeptes. Ernst Röhm se frotte lui aussi les mains, car sa section d'assaut prend de l'ampleur. D'une centaine de membres, elle compte désormais des milliers de membres à travers tout le pays. Présentés officiellement comme des clubs de gymnastique et de sport, les SA recrutent à tour de bras et forment de nombreux jeunes à l'exercice sportif. Ils fournissent des tuniques et les jeunes défilent fièrement en ville. Adolf Hitler, Ernst Röhm, Rudolf Hess, Hermann Göring, appuyés par d'autres nationalistes, vont tenter en novembre 1923 un coup d'État à Munich. On appellera cela le putsch de la brasserie. Forts des 4000 membres de la SA, ils sont persuadés d'y parvenir. Cette affaire va tourner au fiasco le plus total. Même si les forces de l'ordre sont en nombre inférieur, 2600 hommes contre 4000 SA, leur organisation est d'une efficacité redoutable. Un seul exemple, 3000 SA se procurent des fusils dans une planque et se retrouvent prêts à agir. Mais le problème, c'est que faute de directives claires, ils ne savent pas quoi faire et glandouillent comme des bras cassés en buvant des bières pendant que leurs copains se font fracasser à quelques kilomètres de là. Cependant, à d'autres endroits, il y a des coups de feu. 16 SA seront abattus et 4 représentants des forces de l'ordre seront tués. Cela peut virer au bain de sang. C'est Von Hepp qui va arranger les choses. Il va négocier une reddition honorable avec Röhm et le général von Danner. Hitler se rend à l'évidence. C'est un échec. L'année 1923 ne sera pas celle de son avènement. Pire encore, il va devoir passer devant un tribunal pour être jugé. Lui et ses petits copains sont accusés de haute trahison contre le gouvernement et du meurtre de 4 policiers. 2 crimes passibles de la peine de mort. Seulement les juges se montrent très complaisants avec les nationalistes. Le tribunal justifie sa clémence en arguant que les accusés avaient été guidés par un pur esprit patriotique et par la plus noble des volontés. Hitler écope de la plus lourde sanction, c'est normal, c'est lui l'instigateur, 5 ans de prison. Mais il n'y passera au final que 13 mois. Oui, c'est une justice à géométrie très variable. À sa sortie, c'est un peu la bérésina. Le parti NSDAP est interdit, tout comme Hitler est interdit de parole jusqu'en 1927. Ernst Röhm est libéré en avril 1924 après avoir passé 5 mois en prison. Il se présente comme député le mois suivant, en mai 1924, pour le Parti national socialiste de la liberté, le NSFP, qui, vous l'aurez compris, est le nouveau nom du NSDAP. 32 députés sont élus. Hitler et Röhm sont satisfaits, leur groupe progresse. Mais une nouvelle élection en décembre de la même année sonne le glas de leur espérance. 18 de leurs 32 députés perdent leur siège, dont Röhm. C'est un revers sévère. De plus, Ernst et Adolf se disputent. Ernst veut reconstituer les SA et faire du parti politique l'une de ses branches. Adolf pense le contraire. Les SA doivent dépendre du parti. Dépité de cette défaite électorale et de cette divergence avec son ami de toujours, il répond favorablement à une offre d'emploi en Amérique du Sud. En effet, la Bolivie recherche des instructeurs militaires. Il y restera 2 ans, obtenant même le grade de lieutenant-colonel. De son côté, Hitler va s'activer sur tous les fronts. Franz Pfeiffer von Salomon va reprendre en main les SA dès 1925. Désormais, tout le monde aura un uniforme marron et des bottes. Ces troupes servent à effectuer des démonstrations de force et à impressionner les populations.
Hitler assagit son image. Il ne veut plus paraître comme un putschiste ou un révolutionnaire. Il épouse les conventions du jeu politique. S'il n'a plus droit à la parole, ses seconds couteaux se chargent de parler pour lui. De plus, lorsqu'il était en prison, il a écrit son livre, Mein Kampf, où il déploie sa feuille de route pour les années à venir. Il devient plus organisé et structure son mouvement. Sa nouvelle stratégie est de gagner le pouvoir à l'usure. Il en est convaincu, tôt ou tard, ses idées triompheront. Cette stratégie sera payante. Le 14 septembre 1930, les députés nazis font une entrée fracassante au Reichstag. Adolf Hitler fait entrer pas moins de 107 députés à l'Assemblée parlementaire. Passer de 12 députés à 107 députés, ça donne des ailes et les nazis savent que la victoire est à portée de main. Seulement, il y a un petit problème dans les rouages du parti. Le NSDAP a tout de même le terme socialiste dans son nom. Et forcément, il a de nombreux partisans déçus des socialistes et communistes allemands. L'un d'entre eux se nomme Walter Steinitz. Et c'est une vraie tête brûlée. Un pur et dur qui trouve Hitler trop mou, trop gentil, trop consensuel. Oui, je sais, dit comme ça, c'est surprenant car l'image que nous avons d'Hitler inspire plutôt la terreur. Donc, Walter Steinitz, c'est le type qui ne fait pas de compromis. En 1930, il est responsable en chef de l'ASA pour Berlin, le Brandebourg, la Prusse orientale et la Poméranie. Il est ainsi responsable de près d'un tiers des effectifs de la SA. Et cette élection qui approche à grands pas, il nie goût de guerre. C'est nul la voie démocratique. Rien ne vaut une bonne révolution pour tordre le cou aux gros bourgeois d'Allemagne. Il reproche donc ouvertement à Hitler d'avoir choisi un parcours qui l'éloigne des idéaux initiaux du NSDAP. De son côté, Adolf Hitler n'apprécie guère la dissidence et la critique. Il est favorable à un cheminement démocratique pour accéder au pouvoir, mais à l'intérieur du parti, il faut pas déconner. C'est lui le chef incontesté et tout le monde doit le vénérer. Mais Walter, il s'en bat les steaks. Rien à secouer d'Hitler. Il va tenter un putsch avec ses partisans le 30 août 1930. Nous sommes à 15 jours des élections et franchement, ça fait tâche. Hitler n'est pas maître de son parti et une bande de gloglos vient de prendre possession par la force du siège berlinois du parti et les locaux de son organe de presse. Le chef suprême des SA, Franz Pfeffer von Salomon, n'arrive pas à le raisonner et se fait dépasser par les événements. Heureusement pour lui, et malheureusement pour le monde, Hitler a créé en 1925 la Schutzstaffel, autrement dit la SS, littéralement escadron de protection. La Schutzstaffel, c'est la garde rapprochée d'Hitler. Elle est composée d'une poignée d'hommes. On y trouve notamment Heinrich Himmler. Les SS vont donc déloger les rebelles et Walter Steinitz sera exclu du parti. C'est de là que viennent les premières tensions entre SA et SS. Ce qui n'était qu'une garde personnelle se mue en organe actif. Hitler limoge dans la foulée Franz Pfeffer von Salomon du commandement suprême des SA pour incompétence. Le bougre paye cher de s'être fait déborder par l'un de ses subalternes. Hitler se dit qu'il est temps de faire appel à un ami, Ernst Röhm. Lui au moins ce n'est pas un traître ni un incompétent, c'est un véritable ami sur lequel il pourra toujours compter. Bon d'accord, il est parti bouder en Bolivie, mais depuis il a dû digérer l'affaire. Hitler rappelle donc Ernst Röhm à ses côtés. Ernst pose une condition, il ne veut plus de chef au-dessus de lui, il ne veut répondre qu'à un seul homme, Adolf Hitler. Adolf Hitler devient donc chef suprême des SA et Ernst le chef opérationnel. De 1931 à 1933, Ernst Röhm va développer comme jamais les SA. Les effectifs montent chaque année. 100 000, puis 200 000, puis 300 000 hommes. C'est exponentiel. À l'inverse, Hitler connaît une déconvenue aux élections de 1932 où son nombre de députés passe de 230 en juillet à 196 en novembre. Oui, à l'époque, on votait beaucoup, notamment à cause de la crise économique et des crises politiques qui en découlent. Ce
Cependant, après plusieurs mois d'intrigues politiques, Adolf Hitler parvient à se faire nommer chancelier le 30 janvier 1933. Objectif atteint. Hitler est au pouvoir et il ne compte pas le rendre. Il faut juste attendre que le vieux Hindenburg passe l'arme à gauche et Hitler pourra cumuler les fonctions de chancelier et de président. Ernst fait défiler CSA dans toutes les rues du pays pour célébrer cette victoire historique, la victoire de son ami Adolf. Les deux hommes se congratulent mutuellement. Adolf sait que sans son fidèle Ernst, il n'aurait pu accéder au pouvoir. Quant à Ernst, il est heureux d'être à la tête d'une force de 300 000 hommes. Autant d'hommes prêts à faire la révolution quand Adolf claquera des doigts. Mais finalement, Adolf ne veut plus faire de révolution. Non, il veut toujours suivre la voie d'une pseudo-légalité. Depuis l'abdication de Guillaume II lors de la défaite de 1918, un grand nombre de royalistes pensent que ces crises à répétition vont entraîner le retour de l'empereur. Même si celui-ci est détesté par une majorité d'Allemands, qui lui imputent la situation de crise dans laquelle ils sont, il garde toutefois de nombreuses sympathies au sein de l'armée. Et justement, l'armée allemande, même diminuée, est d'une redoutable efficacité. Hitler sait très bien que ces 300 000 SA ne feraient pas le poids s'ils étaient opposés à l'armée régulière allemande. Ernst ne comprend pas la position d'Hitler. En mars 1933, il y a des élections et si Hitler ne remporte pas la majorité des suffrages, il risque de perdre son poste de chancelier. Adolf Hitler s'obstine à choisir la voie légale et charge Ernst de faire le ménage chez les opposants. Il lui confie même un poste de ministre, mais sans portefeuille, histoire que son ami arrondisse comme il faut ses fins de mois. Ernst est reconnaissant de tant de gratitude, mais informe son ami que ça peut mal se terminer. Les SA vont donc commettre de nombreuses exactions. Saccage des locaux de la presse d'opposition, tabassage d'opposants, séquestration de journalistes, intimidations diverses et variées. Avec la victoire d'Hitler, les rangs de SA gonflent de manière spectaculaire. On parle désormais de plusieurs millions de membres. En mars 1933, le NSDAP remporte les suffrages aux élections parlementaires et cette fois la liesse populaire est encore plus importante. Hitler conforte sa position de chancelier et Rome engrange chaque jour des milliers de recrues supplémentaires. Le succès appelle le succès, dit-on. Pour asseoir sa domination, la SA et la SS se voient conférer des pouvoirs d'auxiliaire de police. Le 20 mars, Hitler proclame l'avènement du Troisième Reich, auquel il promettra ultérieurement une durée de 1000 ans. Au passage, il s'octroie les pleins pouvoirs car le Parlement a été incendié, sans doute par des vilains complotistes juifs ou communistes. Alors que plus rien ne justifie de continuer la purge, la violence de la SA se déchaîne à travers toute l'Allemagne. Les SA arrêtent tellement de monde qu'ils sont obligés de créer à l'arrache le camp de concentration d'Oranienburg. Hitler jubile, son ami Ernst a créé une armée supplétive de 3 millions d'hommes. Oui, en l'espace de quelques mois, Ernst est parvenu à décupler la puissance des SA. Il faut dire que l'on grimpe vite dans la hiérarchie, avec des titres ronflants. Gruppenführer, Obergruppenführer, j'en passe et des meilleurs. Et tous ces petits chefs ont sous leurs ordres des centaines d'hommes prêts à leur obéir aveuglément. Comme vous vous en doutez, ils ne vont pas se gêner. Ils sont convaincus d'être au-dessus des lois et commencent à piller les commerces des juifs. Ils frappent les juifs pendant que d'autres violent leurs femmes. La persécution des juifs a commencé en toute impunité et pour les opposants politiques, c'est la même sanction. Au fil des semaines, les SA accumulent un véritable trésor de guerre. C'est devenu une mafia, une bande organisée qui rançonne même des journalistes et des personnalités publiques. Dès qu'il y a un soupçon de critique envers le régime, ça dérape. Les SS aussi ont gonflé. Ils pèsent désormais 52 000 agents triés sur le volet. Himmler ne prend que les meilleurs et les formes techniques de combat militaire. Pour Himmler, les SA, c'est la troupe, les SS, c'est l'élite. En matière de cruauté, ils ne sont pas en reste et inaugurent le camp de Dachau. On y enferme officiellement des agitateurs. Les forces d'opposition s'amenuisent de jour en jour.
Dès qu'une tête dépasse du rang, hop, on la coupe. Mais la SS est discrète, pas comme la SA qu'on voit venir à des kilomètres à la ronde. Un jour, Rudolf Diels, chef de la sécurité de Göring, découvre l'une des prisons des SA. Il en ressort complètement horrifié. Alors pour qu'un SS soit horrifié de quelque chose, il faut vraiment y aller. Rudolf Diels découvre donc dans des caves des marionnettes humaines, des individus dont on a disloqué tous les membres, brisé tous les os, des pantins désarticulés qui ne peuvent plus se déplacer qu'en rampant. Les scènes de torture sont d'une insupportable cruauté. Yeux crevés, organes génitaux arrachés, bras coupés, des femmes ont les seins coupés. Les survivants côtoient des cadavres en état de putréfaction. Rudolf Diels fait évacuer les malheureux en car vers les hôpitaux les plus proches. Son patron, Göring, représente le pouvoir légal. Il ne peut pas être associé à des exactions de ce type. La police elle-même est scandalisée par ce qu'elle découvre. Mais les SA s'en amusent. L'historien Alain Decaux racontait que leur jeu préféré était de faire monter en haut d'un arbre une vieille personne ou un individu mutilé et de lui demander d'imiter un oiseau. Bien sûr, en équilibre sur un pied, forcément, au bout d'un moment, la personne tombait de l'arbre. Et si la chute ne venait pas assez vite, une partie de chasse s'organisait pour descendre le joli spécimen. L'horreur est absolue. Dans un premier temps, quand on l'informe de la situation, Adolf Hitler ne trouve rien à y redire. Bah oui, y a pas à dire, hein, il fait du bon boulot, Röhm. Ce sont des opposants politiques et des juifs. Il n'y a donc pas de problème. Diels se fait même injurier par Karl Ernst, le chef local des SA. Pour qui vous prenez-vous? Occupez-vous de vos affaires. Diels lui rapporte que les actes de barbarie ne sont pas tolérés et qu'ils vont beaucoup trop loin. Ce à quoi Karl Ernst répond: vous nous prenez pour des jeunes filles en fleurs? Alors cela ne manque pas de faire sourire certains officiers SS, car le dénommé Karl Ernst est homosexuel, tout comme son chef Röhm. D'ailleurs, les deux hommes ont batifolé ensemble. C'est justement l'un des gros problèmes des SA. De nombreuses recrues se plaignent d'avoir été violées. De nombreux amis homosexuels de Röhm ont été promus à de hauts grades au sein de la SA, et comme ils se croient tout permis, le soir venu, au cœur de la caserne, ils vont chercher, de gré ou de force, de beaux jeunes hommes dont ils abusent. Ils ont même créé un réseau spécial pour satisfaire l'appétit des hauts gradés. Mais tout ça ne dérange pas plus que cela Adolf Hitler. Même si l'homosexualité est encore un crime en Allemagne, ce n'est pas bien grave, il faut que jeunesse se passe, et puis Röhm, c'est son copain. Avec l'appui des SA, en novembre 1933, le nouveau dictateur fait plébisciter sa politique générale à travers un référendum qui plébiscite à hauteur de 95% des votants le retrait de la Société des Nations. Comme tous les autres partis politiques sont désormais interdits, la liste unique du NSDAP fait 92% des voix au Reichstag. Par contre, ce qui échauffe les oreilles d'Hitler, ce sont les déclarations de son ami. Il n'arrête pas de dire, à qui veut l'entendre, qu'on ne respecte pas assez les idéaux socialistes du parti, qu'on est trop complaisant avec les bourgeois. Bref, il ne cesse de faire des déclarations en disant que la révolution n'est pas totale et qu'Adolf Hitler n'est plus en phase avec les discours enflammés qu'il tenait par le passé. Bien entendu, ce n'est pas de la faute d'Hitler, non, le Führer est incontestable, mais le problème c'est qu'il est mal entouré. Ce sont ces fameux SS qui lui bourrent le crâne, ce sont eux les responsables. Röhm dit à ses acolytes qu'il est temps d'aiguiser les longs couteaux. C'est de là que vient l'expression « la nuit des longs couteaux », vous l'avez tous compris. Ça ne manque pas, les SS se prennent régulièrement des raclées en marge des manifestations officielles. Mais la SS s'est structurée. Pendant que les SA défilaient et jouaient les gros bras, sous l'impulsion d'Himmler, la SS noue de précieux contacts avec des industriels, des officiers, des scientifiques et des intellectuels, mais aussi de grands propriétaires terriens. Un cercle de personnalités s'est créé autour d'Adolf Hitler. Le rôle de la SS a été d'aplanir l'image du leader furieux
des premiers jours, de nouer des liens industriels en intégrant de grands travaux dans les programmes électoraux, de conforter le rôle de l'armée et de le renforcer. Himmler et d'autres nazis vont aussi créer un nouveau service de renseignement ainsi qu'une police politique, la Gestapo. Pendant que Röhm ronchonne comme un vieux grognard napoléonien, les SS s'organisent et se rendent indispensables auprès d'Adolf Hitler. Ils deviennent la courroie de transmission des souhaits du Führer. Cependant, il reste un obstacle, le président Hindenburg. Même si on le dit mourant, son influence est grande. Hitler le respecte énormément et écoute comme un enfant les conseils du vieux sage. Celui-ci lui dit qu'il ne pourra jamais asseoir son autorité en s'opposant à l'armée. L'Empire allemand s'est construit au fil des siècles sur une monarchie militaire, puis sur un empire militaire. Or, Hindenburg insiste sur le fait qu'une armée supplétive, comme celle des SA, est néfaste à l'image de l'armée. C'est un État dans l'État qui peut se retourner contre Hitler s'il ne le maîtrise pas. D'autre part, il est complètement défavorable à l'idée de Röhm qui veut faire de l'armée régulière une branche de l'organisation des SA. Ah bah oui, Röhm il a peur de rien lui. Hitler en prend acte mais ne se résout pas à désarmer sa SA. Il ne peut pas faire ça à son vieil ami Ernst. Et puis, si ça se trouve, une fois privé de son armée de SA, l'armée régulière va se retourner contre lui. Quand ça va mal, les militaires aiment prendre le pouvoir. Seulement, les SS vont mettre en œuvre une machination pour déstabiliser la SA. En 1934, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich et Hermann Göring sont les artisans de l'ombre de ce que les historiens vont désormais nommer la nuit des longs couteaux. Avec désormais 4 millions de soldats, la SA est devenue une puissance qu'il est impossible de détrôner frontalement. Même s'ils obéissent au Führer, leur chef est avant tout Ernst Röhm. Et que se passerait-il si Röhm ordonnait la purge des SS ? Hitler assisterait impuissant à l'effondrement de son système, à la perte de confiance des industriels, des financiers et des puissants propriétaires terriens. Le pays sombrerait dans la confusion la plus totale. Il faut donc agir subtilement. Les SS vont donc proposer sans relâche des plans à Adolf Hitler pour purger les SA de ses éléments les plus à gauche, ceux qui rêvent d'une révolution socialiste comme en Russie. Pendant des semaines, ils vont monter de toutes pièces de fausses preuves que Röhm est en train de comploter dans le dos d'Adolf Hitler pour prendre le pouvoir. Un exemple tout bête. Un jour, Röhm reçoit un dignitaire français. Lors du repas, Röhm ne fait que se plaindre de ses rhumatismes de guerre, de ses blessures qui le font souffrir. Le Français l'écoute poliment, mais au final, rien de concret ne sort de cette réunion. Le Français a trouvé l'Allemand grossier et bête à manger du foin. Les SS vont transformer ce simple dîner en complot international. La réunion était en fait une étape dans la préparation au renversement d'Hitler. Les Français vont financer Röhm avec des millions de marks pour qu'il puisse asseoir son pouvoir. Mieux encore, ils vont lui fournir des armes plus perfectionnées que les vieux fusils dont sont équipés les SA. Bref, c'est une intox énorme. Mais Hitler n'y croit pas. Quand il voit son vieil ami, celui-ci ne lui cache pas ce qu'il dit ici et là. Il est transparent avec Adolf Hitler. Il veut faire la purge des SS, des grands industriels, de l'armée régulière. Il faut faire comme les Russes, prendre tous les pouvoirs. Le pouvoir politique, c'est fait. Le pouvoir des médias, c'est fait. Le pouvoir de la justice, bon, c'est plus ou moins fait. Mais il lui manque 2 grands pouvoirs. Le pouvoir militaire qui appartient encore au président et le pouvoir économique qui est l'apanage des grandes familles industrielles. Et Hitler, il hésite. Il pense que son ami n'a pas forcément tort. De plus, Röhm ne veut pas du pouvoir. Il est dévoué corps et âme à son ami. S'il dit tout ça, c'est pour son bien, c'est parce qu'il l'aime. Hitler n'est pas insensible à ses arguments. Et s'il avait raison, et s'il ne fallait pas faire comme les Russes et prendre les pleins pouvoirs, y compris dans le domaine économique?
Röhm n'est pas un traître, c'est un fidèle. Comme au début, il veut juste être le numéro 2. Là, il vit mal toute cette concurrence, tous ces courtisans qui lui font sans cesse des courbettes. Lui au moins, il lui parle cash. Il ne lui dit pas ce qu'il veut entendre. Janvier, février, mars, les mois s'écoulent et Hitler est tourmenté. Il n'endort plus la nuit. Qui croire, Himmler ou Röhm? Avril, mai, 2 mois se sont encore écoulés et toujours ce tiraillement insupportable pour Hitler. Il veut des preuves formelles que son ami l'a trahi. Hitler veut des preuves, se dit Himmler. Alors on va lui en donner. Himmler et son adjoint direct, Reinhard Heydrich, fabriquent un dossier de fausses preuves. L'armée la plus puissante à ce moment-là est l'armée française. Ils vont continuer sur cette voie car ils savent qu'Hitler craint une ingérence de la France. Ils vont donc concevoir des documents affirmant que Röhm a été payé 12 millions de marks par la France pour renverser Hitler. Ils vont avoir un allié de poids dans leur démarche, Göring. Ce dernier est l'artisan du rapprochement entre l'armée régulière allemande et Adolf Hitler. L'armée allemande est prête à suivre Hitler à la condition expresse que les troupes SA ne demeurent pas en place. En clair, il faut dissoudre les SA qui sont un État dans l'État. Patiemment, les SS ont réuni une quantité astronomique de preuves qu'ils mélangent avec de faux documents. Alors que les milieux conservateurs et religieux ne peuvent pas saquer Röhm, notamment pour ses orgies homosexuelles et sa tendance naturelle au socialisme pur et dur, les SS parviennent à démontrer à travers d'experts montages que ces mêmes milieux conservateurs préféreraient Röhm comme chancelier plutôt qu'Adolf Hitler. Et ouais, comme on dit toujours, plus c'est gros, plus ça marche. Hitler fléchit de plus en plus de leur côté et se résigne à faire le ménage. Fin mai, Hitler accepte de mettre en place une opération pour éradiquer les SA. Heydrich demande à Ecke, l'Oberführer SS et commandant du camp de Dachau, d'entraîner ses hommes pour une action rapide. Dès le 2 juin, les SS sont opérationnels. Ils n'attendent plus que le feu vert du Führer. Cependant, Hitler va dérouter tout le monde. Le 4 juin, il reçoit Röhm et discute avec lui pendant près de 5 heures. La fidèle garde SS se sent menacée. Et si, une fois encore, Adolf Hitler retournait sa veste et demandait d'annuler l'opération? Est-ce que l'amitié entre les deux hommes n'est pas plus forte que tout le reste? Hitler sait que Röhm le malmène. Il sait qu'il l'appelle devant ses hommes le petit caporal ou encore le caporal ridicule. Il sait aussi que Röhm tient des propos révolutionnaires, qu'il veut renverser l'armée, les bourgeois, les industriels, les religieux. Mais jusqu'à présent, à la surprise générale, Hitler n'a jamais rien dit. Lui qui est si colérique ne bronche pas quand on parle de Röhm. Que s'est-il passé pendant les 5 heures d'entretien? Hitler a tenté de raisonner son ami. Il lui a demandé de se calmer, d'arrêter ses partous à répétition avec de jeunes soldats, de ne plus piller des commerces, de ne plus faire la loi ici et là de manière expéditive, de ne plus se substituer à la police. Bref, il doit cesser immédiatement ses méfaits et rentrer dans le rang. Il doit aussi imposer une discipline de fer au SA et purger tous les mafieux de l'organisation, car c'est un fait avéré, les pires truands de l'Allemagne ont compris qu'avec l'uniforme SA, c'était la voie royale pour commettre en toute impunité les pires exactions. Röhm, de son côté, grommelle, bougonne qu'il a pris des mesures, mais Hitler lui rétorque qu'elles sont insuffisantes, car on ne lui parle que des SA et de leurs excès. Comme toujours, Röhm crache sur ses SS endimanchés qui lui savonnent la planche et ont une mauvaise influence sur Adolphe. Le ton monte entre les deux hommes, ils s'engueulent, puis ça finit par s'apaiser. Adolphe en est persuadé. Ernst est une grande gueule, mais ce n'est pas un traître. Leur amitié est plus forte que tout.
Ils conviennent d'un accord. Ernst va aller se reposer quelque temps à Bad Vissé, puis il convoquera l'état-major SA. Adolphe les rejoindra et ensemble ils remettront les choses en ordre. Des têtes tomberont et on imposera une nouvelle discipline pour que les troupes SA soient exemplaires et présentables aux yeux de tous. Les troupes SA vont être en vacances quelques semaines. C'est l'occasion idéale pour remettre les choses en place à leur retour. Himmler et Heydrich sont assommés par ce qu'ils apprennent. Car oui, n'en doutons pas un seul instant, ils espionnent aussi leur Führer. Les deux SS sont anéantis et en parlent également à Göring. Göring est déstabilisé. C'est le bras droit d'Hitler et il se rend compte avec beaucoup d'amertume que quelque part, le vrai numéro 2 dans le cœur d'Hitler, c'est cet affreux Röhm. Et pourtant, le 7 juin, ils vont retrouver le sourire. Röhm va lui-même scier la branche sur laquelle il se trouve. Il publie un communiqué à destination des SA. Nous sommes en congé, mais que les ennemis de la SA ne se réjouissent pas trop vite de cette absence. Le jour venu, et dans la forme que nous estimerons nécessaire d'adopter, ils recevront une réponse forte de notre part. La SA est et restera le destin de l'Allemagne. Hitler est furieux, il peste sans relâche contre son incorrigible ami. Göring retrouve de sa superbe. L'ancien as de l'aviation vient de reprendre l'ascendant sur son rival. Cette fois, il ne va plus soutenir timidement Himmler et Heydrich, il va mettre tout son poids dans la balance. Il supplie littéralement Hitler d'agir rapidement car les SA vont faire un putsch. Tous les faisceaux convergent en ce sens. Röhm, avec des millions d'hommes sous ses ordres, n'a qu'un claquement de doigts à faire pour renverser le pays tout entier et prendre le pouvoir absolu. Mais Hitler ne répond pas. Il s'enferme dans sa coquille. Le 14 juin, il part rencontrer Mussolini en Italie. Ce dernier lui dit clairement que Röhm pose problème. Il est beaucoup trop puissant. Aux yeux des ennemis d'Hitler, Röhm pourrait incarner l'alternative idéale. Même si lui-même il ne les apprécie pas, nul doute qu'il serait soutenu par les communistes du monde entier. Cette remarque interpelle Hitler. Mais pourtant il hésite encore. Et si c'était Röhm qui avait raison? Et s'il ne fallait pas suivre nos idéaux de jeunesse, comme le réclame depuis toujours Röhm? Dans le fond, son ami Ernst ne lui reproche que cela. Dans national-socialiste, il y a le terme socialiste, et Hitler a mis de côté le socialisme pour s'allier avec un grand nombre de conservateurs et d'industriels. Aux yeux de Röhm, Hitler s'est corrompu, il a renié ses propres idées, et au fond de lui, il a le sentiment d'avoir trahi son indéfectible ami qui lui n'a jamais bronché d'un iota. Au même moment, Röhm se repose à la pension Anselbauer qui a une vue imprenable sur le lac de Tegern. Röhm savoure cet instant de calme. Lui aussi a besoin d'apaisement. Il a conscience qu'il va aussi trop loin, c'est plus fort que lui. Il faut toujours qu'il ramène sa fraise, qu'il joue les fiers à bras. Mais dans son âme, il sait qu'il contrarie son ami Adolphe. Finalement, c'est le seul moyen qu'il a d'attirer son attention, car il passe le plus clair de son temps avec ses fourbes de SS. Les choses vont basculer le 21 juin. Adolf Hitler vient rendre compte à Hindenburg de son entretien avec Mussolini. Les deux hommes, après une curieuse période d'observation, ont appris à se connaître et Adolf Hitler a beaucoup de respect pour le vieil homme. Celui-ci a une énorme influence sur les militaires, l'une des pièces maîtresses qu'il manque encore au Führer. Et Hindenburg va aller droit au but. Peu importe les moyens employés, il faut se débarrasser des responsables SA et intégrer les meilleurs hommes à l'armée régulière. Il dit à Hitler, si vous ne vous occupez pas du cas de Röhm, alors c'est lui qui va s'occuper de vous et l'Allemagne risque de vivre une nouvelle révolution. C'est finalement l'avis qui faisait défaut à Hitler. Cette fois, il en est convaincu, il faut mettre un terme à cette force ingérable. Avec la bénédiction d'Hindenburg, Hitler prévient en premier lieu les officiers supérieurs de l'armée régulière. Röhm fomente un putsch. L'armée doit se tenir prête à maintenir l'ordre et la légalité. Le premier jour, les premiers responsables de la SA arrivent aux abords du lac pour retrouver Röhm. Certains d'entre eux ont les oreilles bien tendues et évoquent à Röhm les rumeurs en provenance de Berlin. Le Führer voudrait dissoudre les SA. Mais Röhm balaye tout ça d'un revers de la main.
Adolphe est mon ami. Il sait qu'il pourra toujours compter sur moi. Je serai toujours là pour le défendre. Certes, nous avons des divergences de point de vue, mais il va justement venir pour qu'on remette tout ça à plat. On va juste virer quelques brebis galeuses dans nos troupes et après, on n'en parlera plus. Les principaux dirigeants de la SS découvrent le 24 juin les documents présentés par Göring, Himmler et Heydrich. Même si les documents sont pour la plupart des faux, c'est largement suffisant pour motiver les troupes. Les SS ne peuvent pas blairer les SA, alors personne ne se pose de questions sur l'authenticité des pièces présentées. On leur remet des listes de personnalités à éliminer. Personne ne doit faillir à sa mission. Il en va de l'avenir de la nation. Hitler change radicalement d'attitude. Il est constamment en colère et s'auto-persuade que Röhm est un comploteur. Le 28 juin, l'armée est mise en alerte et tout le monde s'active à passer à l'offensive. Tout le monde, sauf les SA qui prennent du bon temps. La météo est très agréable, il fait chaud, et les hommes se baignent dans le lac et s'amusent en bons camarades. La bière coule à flot et aucun d'entre eux ne se doute qu'une menace plane sur ce lac placide. Le même jour, Adolf Hitler visite l'usine Krupp. Même s'il affiche un sourire de façade, il semble absent. Son esprit est ailleurs et l'entourage pense qu'Adolf Hitler est en train de se raviser, qu'il hésite encore. Cependant, des SA vont encore faire parler d'eux. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de molester un diplomate en mission officielle. Hitler saisit cette occasion pour appeler Röhm et l'enguirlander au téléphone. Il lui annonce qu'il sera là le 30 juin à 11h pétantes et qu'il va personnellement réprimander ce genre d'attitude inqualifiable. Röhm acquiesce et demande à ses services de convoquer également les inspecteurs SA, notamment ceux responsables de l'incident diplomatique. Le 29 juin, Hitler est à Essen, à l'hôtel Driesen. Il a passé la journée à visiter des camps de travail volontaires. À la nuit tombée, sous une musique militaire, des centaines de jeunes travailleurs arrivent, une torche à la main, pour représenter une croix gammée. Hitler apprécie le spectacle. Goebbels le rejoint à 21h30. Il faut prendre une décision, tout le monde est prêt. Goebbels fait de l'intox et dit à Hitler que les SA sont eux aussi sur le pied de guerre et qu'ils sont extrêmement nerveux. Tout peut basculer s'ils parviennent à s'organiser. Ils sont supérieurs en nombre et pourront facilement balayer non seulement les SS, mais surtout l'armée régulière. À 22h30, Sepp Dietrich, responsable de la garde personnelle du Führer, arrive à son tour. Hitler lui donne l'ordre de se rendre à Munich avec la garde. Dès qu'ils seront en place, Hitler les rejoindra. Dans la foulée arrive un autre homme, Viktor Lutz, un responsable SA qui a retourné sa veste et qui a parcouru plus de 300 km en voiture pour rejoindre Essen. Il atteste en personne que Röhm tient des propos belliqueux à l'endroit du Führer. À 23h, Adolf Hitler reçoit un message. Un médecin est au chevet du vieil Hindenburg. Les choses sont en train de basculer beaucoup plus vite que prévu. Si jamais il est conduit à l'hôpital, cela va se savoir et cela va attiser les prétendants au trône. À minuit, un autre message parvient à Hitler. Sepp Dietrich est à Munich avec les 200 hommes de la garde rapprochés du Führer. Il attend les ordres. Hitler souhaite qu'il se rapproche de Bad-Visée et qu'il l'attende. Une demi-heure plus tard, Himmler appelle Hitler au téléphone. Ça se confirme, le putsch des SA va débuter à 16h. Hitler demande qui va mener l'opération et Himmler lui répond que c'est Karl Ernst et qu'il est en train de masser des troupes près de Berlin. Goebbels, qui assiste à l'entretien téléphonique, sait que c'est entièrement faux. En vérité, si Karl Ernst n'est pas aux abords du lac à jouer avec ses copains, c'est parce qu'il part en voyage de noces. Oui, en voyage de noces, parce que, on peut être homosexuel et mener une vie normale avec une femme. Il va justement prendre le bateau le lendemain avec sa légitime épouse. Hitler est pris de panique. Il répète sans cesse « le putsch, le putsch, le putsch ». Mais sa crise d'angoisse se mue en fureur. Il devient exalté. Il insulte les SA, les compare à de la vermine. À 1h moins le quart, un nouvel appel informe Hitler qu'il y a des troupes SA dans les rues de Munich qui scandent des slogans hostiles à Hitler. Cette fois, il n'y a plus aucun doute possible. Le renversement est en marche.
En réalité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une fake news, de la bonne vieille intox SS. Il y a bien des SA dans les rues de Munich, mais ce sont des gars bourrés qui gueulent comme des putois contre l'armée. Les SA ont eux-mêmes rétabli la situation en mettant au frais les alcooliques. Hitler répète sans cesse « Rhum, rhum, rhum ». Cela devient une obsession. Il l'imagine à la tête de ses troupes SA, marchant triomphalement sur Berlin. À 1h du matin, tout bascule. Hitler donne l'ordre de rejoindre Munich au plus vite. À 1h50, ils prennent l'avion à Bonn et atterrissent à 4h du matin à Munich. Des blindés de l'armée l'attendent, mais Hitler leur dit qu'il veut gérer lui-même la situation avec sa propre garde. Il marmonne sans cesse. C'est le plus mauvais jour de ma vie. Hitler se rend en ville, au ministère des SA. Il marche rapidement et son entourage a du mal à le suivre. Il est 5h du matin, Hitler est exalté. Un soldat SA, sans doute mal réveillé, se retrouve sur le passage d'Hitler. Ce dernier passe ses nerfs sur le pauvre homme. Il le roue de coups en hurlant « Des traîtres, des traîtres, des traîtres !» Le responsable des SA arrive en courant. Hitler lui arrache ses galons et lui annonce sa sentence. « Traître, vous serez fusillé !» Le type est complètement abasourdi. On l'emmène de force dans une pièce où il sera attaché à un radiateur. Tous les dirigeants du ministère sont neutralisés. Maintenant que le centre opérationnel est sous contrôle, direction Bad Visse, à la pension Anselbauer. Hitler et ses hommes arrivent à 6h30. Hitler déboule comme un fou à l'entrée de la pension, un revolver à la main, et demande à l'un de ses hommes de défoncer la porte. Hitler entre et crie « Arrêtez-les tous !» Les hommes sont tirés de leur sommeil par la force. Les SS découvrent que des responsables SA dorment avec d'autres hommes, souvent plus jeunes. Ils sont roués de coups. Hitler est devant la chambre de Rhum, immobile. Il semble hésiter. Mais cet instant ne dure qu'une fraction de seconde. Il tambourine à la porte. Rhum se réveille péniblement et demande qui est là. « C'est moi, Adolphe, ouvre la porte !» Rhum s'exécute et ouvre la porte le torse nu. Une meute de SS s'engouffre alors et Hitler donne l'ordre d'arrestation. Rhum est atterré. On pousse les SA dehors et on les entasse dans les voitures et dans les camions. Des taxis ont même été réquisitionnés pour l'occasion. Cependant, tout aurait pu basculer dans un règlement de compte sanglant. La garde rapprochée de Rhum arrive au même moment. Ce sont les soldats les plus fidèles de Rhum et ils sont supérieurs en nombre aux SS présents sur place. Tout le monde se fixe. Avec un aplomb incroyable, Hitler se dirige vers les SA et leur demande de retourner à Munich. Il leur annonce que leur chef est en état d'arrestation pour tentative d'assassinat à son encontre. Les SA obéissent au Führer et font demi-tour. Si Hitler n'avait pas été présent, nul doute que les SA auraient réglé leur compte aux SS. Le cortège se dirige ensuite vers Munich. Ironie de l'histoire, des responsables SA qui se rendaient à la réunion sont arrêtés sur la route. On les embarque avec le reste de la troupe et tout ce joli monde se retrouve serré comme des sardines dans les voitures. À 10h, Hitler se rend au siège du parti et donne le signal à Goebbels. Le nom de code est Colibri. Les agents de la Gestapo suivent la liste qu'on leur a donnée. Le plus simplement du monde, ils se rendent au domicile des SA, sonnent à la porte et demandent à parler à la personne en question. Une fois le responsable en vue, il se prend une balle dans la tête sans aucune forme de procès. Simple, efficace. Certains sont tout de même arrêtés, mais c'est pour mieux les fusiller à l'abri des regards. Il est vrai qu'en centre-ville de Berlin, un coup de feu ne passe pas inaperçu, alors autant faire ça discrètement. Parfois, la Gestapo innove, elle pénètre dans la maison, tue les occupants et maquille ça en suicide collectif. Même les domestiques se suicident, c'est pour dire. En quelques heures, toute la hiérarchie des SA est décimée. Ils sont quasiment tous morts et seuls quelques-uns survivent en prison. Hitler se rend ensuite au siège des SA et explique aux officiers de second rang ce qui vient de se passer, à savoir un horrible complot des chefs SA visant à l'abattre. Stupeur dans les rangs. Ce Rhum, quel vilain homme! Les SA acclament le Führer avec un rare enthousiasme. Ils sont visiblement soulagés que le complot ait été déjoué.
Les SA retournent leur veste avec une facilité déconcertante et Hitler prend conscience que c'est lui que les hommes adulent et vénèrent comme un dieu. Ce n'est pas Röhm. Est-ce que la troupe SA se serait retournée contre lui même si Röhm leur en avait donné l'ordre? Il en est de moins en moins sûr. Toujours est-il qu'il est trop tard pour avoir des remords. Le mal est fait. Viktor Lutz est nommé commandant en chef des SA par Hitler en personne. Ce dernier lui donne quelques instructions. Une discipline de fer, une allégeance totale au Führer, plus de pillage, plus de viol, les responsables SA ne doivent plus se déplacer en voiture luxueuse et organiser des orgies. D'autre part, on bannit l'homosexualité et toute déviance sexuelle qui ne serait pas convenable aux bonnes mœurs. Dans la journée, Sepp Dietrich, le chef de la garde, tend la maigre liste des prisonniers SA. Elle contient 7 noms, dont celui de Röhm. Hitler observa la liste attentivement et cocha les personnes à fusiller. Devant le nom de Röhm, il retient son stylo. Il regarde Dietrich, un peu gêné, et lui dit « Je gracie Röhm pour service rendu ». Dietrich ne dit rien, se rend à la prison à 17h et fait fusiller 6 dignitaires SA. Ils sont morts sans comprendre pourquoi. Ils avaient des têtes complètement ahuries. Il est maintenant 19h30 et la purge se poursuit dans toute l'Allemagne. Toujours selon le même procédé, on abat froidement des hommes sans qu'ils sachent pourquoi. La famille, souvent présente, hurle de désespoir devant cette froideur innommable. Il n'y a pas de procès. Des Allemands tuent d'autres Allemands sans aucune raison apparente. À 20h, la radio annonce la tentative avortée d'assassinat d'Hitler et le nettoyage nécessaire qui a dû être mis en place. C'est une procédure d'urgence. Et le peuple allemand le comprend. Le peuple, justement, acclame le Führer quand il atterrit à Tempelhof. L'Allemagne tout entière semble rassurée de le voir sain et sauf. Göring et Himmler sont de leur côté furieux. Hitler a gracié Röhm, et c'est inacceptable. C'est un signe de faiblesse. Röhm, s'il est en vie, peut être dangereux. Cela va inciter les puissances étrangères à agir. Hitler cogite encore et encore. Peut-il abattre son ami de toujours? Les premiers signes montrent clairement que les SA n'avaient pas l'air d'organiser quoi que ce soit. Bon, si ce n'est quelques petites partouzes dans la pension de Selbauer. Mais Göring et Himmler ne lâchent rien et parviennent à le convaincre. Le 1er juillet à 13h, ils signent l'ordre d'exécution. Hitler a le cœur déchiré, mais il comprend que pour asseoir son pouvoir, il n'a pas d'autre choix. Röhm mourra en répétant « Mein Führer, mein Führer ». Le lendemain, Hindenburg le félicite pour cette réorganisation des SA dont les meilleurs éléments rejoindront l'armée régulière. Il décédera 1 mois plus tard, le 2 août. Hitler aura désormais les pleins pouvoirs et plongera quelque temps plus tard le monde dans l'horreur la plus totale. Voilà, j'en ai terminé avec cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.